Alors, si vous permettez, il est 7 heures, nous allons commencer. D'abord par un temps de réflexion. Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Adoption tout d'abord de l'ordre du jour. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour ainsi que les documents afférents. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Mais avant, je souhaiterais qu'il y ait un amendement apporté à l'ordre du jour au point 6A, modification du calendrier des séances du Conseil. Tel qu'amendé, est-ce que quelqu'un veut le proposer? M. Harpin, appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant, il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 août 2013. Vous avez reçu ce projet de procès-verbal et s'il vous convient, est-ce que quelqu'un veut en proposer l'adoption? Madame Chios, pardon. Appuyé par Madame Hudon. Est-ce que le procès-verbal est adopté? Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant à la période des questions et j'inviterai M. André Paquette. Bonjour. Bonsoir. Président du Conseil, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Là, ça dit si vous le levez un peu. Oups, pas trop. Bon. D'accord. Je suis résident de Saint-Bruno depuis de nombreuses années. Oui. Là, je viens spécifiquement aujourd'hui vous parler du golf, développement du golf au Riviera. Oui. J'aimerais savoir si vous avez eu vent d'un communiqué qui a été émis aux membres et qui avait avisé les employés du golf la veille que le golf fermait le 14 octobre. Et le communiqué aux membres dit la chose suivante. Comme les rumeurs le veulent depuis longtemps, le club du golf Riviera changera de vocation pour faire place à un développement domiciliaire sur la partie nord du ruisseau Massé. La fermeture du golf est prévue le 14 octobre à 20h, alors que débuteront les travaux d'aménagement rapidement après. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la ville de Carignan, ou le promoteur, ou qui que ce soit, a avisé officiellement la ville de Saint-Bruno de ce début des travaux-là? Parce que je suppose, je ne connais pas tellement le processus, mais je suppose qu'étant donné qu'on va se fournir certains services à cet endroit-là, si jamais ce projet existe, et qu'ils doivent utiliser nos routes, nos rues, j'aimerais savoir si officiellement vous avez été avisé et, encore une fois, quelle est la position du gouvernement, du conseil municipal. On parlait une autre fois du gouvernement. D'accord. En réponse à votre question, nous n'avons pas été avisés par le promoteur. J'ai ouï dire comme mot qu'il y avait eu une lettre comme ça qui avait été envoyée aux membres. Je fais remarquer que le promoteur n'a pas à nous aviser. Et je fais remarquer que nous avons déjà fait connaître notre position là-dessus et que nous n'avons quand même pas pris de chance non plus, compte tenu de ces derniers événements, et que nous avons prévenu les autorités compétentes de notre position et nous avons réitéré au cours de la semaine dernière, ou il y a 10 jours, notre position et nous l'avons transmis notamment au ministère qui serait chargé d'accorder les autorisations nécessaires. Parce que je suppose que si la ville de Carignan donne l'autorisation et le promoteur veut commencer les travaux, il faut qu'il y ait des permis pour les provisionnements d'eau, pour l'assainissement, etc. Vous avez raison, et sur certains points, je n'entrerai pas dans le détail, mais avant d'examiner, pas avant d'examiner, mais avant d'autoriser, ils devront tenir compte d'un certain nombre d'enjeux sur lesquels nous avons fait connaître notre position. Juste peut-être pour en remettre un peu plus, pour avoir assisté moi-même à une réunion
Carignan il y a environ un mois et demi, la mairesse officiellement a mentionné qu'elle avait eu un communiqué du promoteur à l'effet que 2 maisons projets seraient construites sur le golfe en septembre. Alors, s'ils veulent faire des choses comme ça, je suppose qu'ils n'ont pas eu le choix que d'obtenir certaines autorisations et du gouvernement et de la ville, je suppose. Me semble-t-il. OK. Une autre question reliée un peu à ça, c'est encore des oui-dire, des choses que j'ai entendues. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est vrai que la ville de Saint-Bruno aurait des montants non perçus qui seraient dans un comté de trosse ou qu'il y aurait des factures qui n'auraient pas été faites à Carignan pour la portion Carignan sur le golfe, des maisons qui sont installées là, ou est-ce qu'il y a eu des oublis? Êtes-vous au courant de quoi que ce soit de ce côté-là? Des oublis sur quoi, pardon? Sur des facturations à faire pour les services fournis à la ville de Carignan. Je vais laisser la directrice générale répondre là-dessus. Ça fait quelques fois que j'entends ça. D'accord. Alors, il y a dans l'entente, il y avait différentes facettes. Et pour le moment, la facture pour les règlements d'emprunt a été envoyée à la ville de Carignan pour rétroactif depuis le début de l'entente. La facture pour l'assainissement des eaux a été envoyée à la ville de Carignan. La ville de Longueuil a envoyé la facture pour la portion transport. Tout ce qui reste à régler, c'est la portion de l'utilisation d'eau potable. Okay. Quand vous dites « est envoyé », ce que ça veut dire, c'est peut-être payer une trosse dans une fiducie? Non, on a envoyé une facture comme une facture régulière. On a perçu nos montants. Alors, on les a envoyés. Je n'ai pas vérifié si les factures étaient payées, mais c'est envoyé. C'est envoyé. Oui. Donc, depuis 5 ans, je ne sais pas si ce projet-là existe, c'est possible qu'il y ait des montants qui traînent. Absolument. Oui, Depuis parce 2004. que, notamment, il y en a qui étaient du ressort de Longueuil, parce que les choses avaient été signées avec Longueuil à l'époque, et compte tenu que Longueuil, en certaines matières, est celui qui est fournisseur de services, par exemple l'eau, même s'il passe par nos conduits, il y avait des choses qui avaient tardé, je pense, à l'agglomération de Longueuil qui a succédé à la ville de Longueuil. Mais les comptes en question, à notre connaissance, ont été envoyés. OK. Bon, merci. On va attendre les développements. Je vous en prie, monsieur. Merci à tous. Lorraine Gérard. Pardon. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis préoccupée par le sort du ruisseau qui coule dans le boisé Talandier. Alors, évidemment, le ruisseau a 2 parties bien distinctes dans la ville. On le sait très bien. Il y a une partie qui est en aval de la rue de la Bruère jusqu'au lac du village, qui est aménagée, qui est civilisée, qui est canalisée, enfin, les pentes ont été stabilisées, etc. Mais il y a toute une partie en amont qui s'en va jusqu'au lac du Moulin, qui coule dans un boisé qu'on dit parc de conservation. Alors là, c'est là que ça me chicote un peu. Un parc de conservation, c'est un endroit où on n'a même pas, puis c'est marqué à l'entrée du parc, là, on ne peut même pas recueillir une plante. Alors, en principe, dans un parc de conservation à travers la planète, on protège le plus possible le milieu. Alors là, je voulais savoir, je suis allée à la ville, j'ai demandé pour voir si le plan d'intervention le long du ruisseau, on m'a dit qu'il n'était pas complété. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si ce plan est complété et surtout si on peut y avoir accès pour voir. Moi, ce que je voudrais comprendre, en fait, je voudrais comprendre pourquoi on a besoin d'intervenir à ce point, de stabiliser les berges avec des roches. Je parle toujours de la partie qui est dans le boisé, là. Mm-hmm. C'est une partie qui n'est pas très importante, mais qui a un caractère exceptionnel. Elle a un caractère exceptionnel, cette partie-là, pour les gens qui sont autour. C'est évident que, en tout cas, moi, je me promène souvent dans le boisé et les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit, ben oui, il faut laisser ça comme ça, là, c'est beau, c'est à l'état naturel. Alors, plusieurs personnes voudraient que que ça reste dans cet état-là, qu'on n'intervienne pas. Alors, si on intervient, moi, je voudrais être au courant, je voudrais savoir de quelle façon vous allez intervenir et à quels endroits exactement, pourquoi, je voudrais comprendre. D'accord. Je pense que vous avez, quand vous êtes intervenu dans votre article du journal, vous avez souligné les dangers d'eutrophisation des lacs. Alors, il y avait effectivement des problèmes de sédimentation tout le long du ruisseau du Moulin, et c'est pour permettre au ruisseau
de retrouver sa capacité d'écoulement et de pouvoir assurer la pérennité du ruisseau que les travaux ont été entrepris. Alors, il y avait des travaux à faire, évidemment, dans le boisé taillandier, dont vous en avez pris connaissance, c'est sûr, un nettoyage, un enlèvement important des sédiments dans le ruisseau à cet endroit-là, la création d'un bassin de sédimentation pour permettre de saisir une partie des sédiments qui proviennent à la fois de la montagne, à la fois des fois de certains comportements humains aussi, là, où est-ce qu'on ne fait pas toujours attention à ce qu'on déverse dans les ruisseaux. Alors, donc, c'est vraiment enlever les sédiments qui étaient présents de façon très, très importante tout le long du ruisseau. Alors, il y a des travaux dans le parc taillandier avec la création du bassin de sédimentation et le reprofilage de certaines berges, la stabilisation des talus, des bandes riveraines, et qui ensuite, quand les travaux vont être terminés, évidemment, il va y avoir une renaturalisation de tous les secteurs où les travaux vont avoir touché le milieu. C'est sûr que je peux convenir avec vous que c'est toujours triste d'avoir à faire ce genre d'intervention-là, mais ce sont des interventions courantes quand ce sont des ruisseaux qui circulent dans un milieu urbanisé. Alors, si on veut pouvoir garantir la pérennité du ruisseau, il fallait entreprendre ces travaux-là. Il y a des travaux qui vont être faits aussi de l'autre côté, vers Place de Grosbois, où est-ce qu'il y a là aussi, il y avait une importante sédimentation. Puis il va en avoir tout le long du ruisseau jusqu'au lac du village. Alors, voilà. C'est fait dans le but d'assurer l'écoulement du ruisseau et sa pérennité. Bon, j'ai de la difficulté. J'aimerais quand même qu'on m'explique plus. Le ruisseau, qu'on intervienne ou pas, l'eau qui descend des lacs et l'eau qui... Enfin, il y a une espèce de bassin il y a un bassin versant, là, et là, il y a de l'eau qui coule, et l'eau va nécessairement se ramasser dans le point le plus bas. Hein. Alors, le ruisseau coule dans son point le plus bas. Je ne comprends pas qu'on ait besoin d'intervenir pour qu'il coule mieux. Puis la sédimentation, on la voit au moment où l'eau ne coule plus. À un moment donné, le ruisseau coule pendant 2 mois par année. J'habite à côté. Alors, pendant 2 mois par année, ou à peu près, il y a de l'eau. Et après ça, bien, c'est sûr qu'on les voit, les sédiments, il y en a parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais là, vous avez fait un bassin de rétention. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre de voir l'effet de ce bassin de rétention? Et vous avez l'intention de nettoyer, je suppose? Oui, il va y avoir un programme, alors, évidemment, il va y avoir un programme d'entretien. À Grosbois, etc. Mais une fois, on ne pourrait pas attendre de voir l'effet de ce bassin de rétention avant de toucher la partie naturelle. Je sais bien que vous allez revitaliser, etc. Mais actuellement, l'esprit, c'est d'intervenir le moins possible dans les milieux naturels. L'esprit, cette fois-ci, c'est de revitaliser tout le ruisseau. Alors, il y avait vraiment beaucoup de sédimentation. Il y a des endroits où est-ce qu'on a enlevé au-delà de 6 pieds d'épaisseur de sédimentation. Et alors, il faut arriver à pouvoir redonner au ruisseau son lit naturel et pour permettre évidemment de pouvoir assurer son cours normal. Alors, ce sont des travaux qui ont été encadrés par le ministère et le ministère de l'Environnement du Québec et le ministère des Richesses naturelles et de la Faune et par Pêche et Océan Canada. Et tous ces ministères-là ont travaillé de concert avec les firmes engagées pour remettre le ruisseau en état. Et tous les travaux ont fait l'objet d'une autorisation du ministère. Et c'est vraiment fait, Mme Gérard, pour remettre le ruisseau en état. Ce ne sont pas, évidemment, des choses qu'on voudrait avoir à refaire souvent. Ça va demander un entretien très serré. Il va y avoir un programme d'entretien qui va être suivi. Et on espère aussi, en sensibilisant les citoyens à eux-mêmes la naturalisation de leur bande riveraine, au fait de ne pas
de ne pas jeter soit du gazon ou ou des gens qui jettent aux alentours. Oui, mais dans la partie urbaine, peut-être, mais les gens ne Ah, prennent pas leur gazon pour c'est aller pas, jeter ça dans le boisé. je fais pas, j'accuse pas des personnes en particulier, puis je ne veux pas dire que c'est les citoyens récents qui ont fait ça. C'est sûr que des sédimentations de cette épaisseur-là, là, ça provient de plusieurs années, peut-être d'une certaine négligence ou je dirais d'une méconnaissance du rôle des ruisseaux. Alors, ça fait très, très longtemps que les ruisseaux, on remarque qu'il est en mauvais état. Je pense qu'il y a même, il y a 4 ans, je pense que il y a quelqu'un qui avait fait une remarque à ce sujet-là, comment c'était terrible, que le ruisseau était mal entretenu. Bien, mal entretenu. Un milieu Il y avait naturel, pas, qui avait été laissé à l'abandon. Alors là, on agit pour le remettre en état. Il faudrait savoir, hein? Si on laisse le ruisseau, il va se remettre en état tout seul. Je veux dire, l'eau Non, coule je regrette. C'est Je ne pense impossible pas que qu'ils le ont- ruisseau se remette en état avec l'épaisseur de Peut-être d'avis sédiments qu'il y a contraire là. là-dessus, mais je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se régler. Bon, Euh, quand avez-vous ça, ce l'intention que de vous commencer les travaux? Ben, ils sont commencés. Si, Ben, dans la partie du bois de la, Oh, la date, de, je de le sais la rue pas. de la Bruyère. Mais Mais quand c'est- est-ce que vous allez intervenir dans le ruisseau? mais ce que j'ai cru comprendre, madame, de votre question au tout départ, c'est que vous souhaitiez voir le plan d'intervention. Alors, convenons d'une chose, je vais vérifier les réponses qui vous ont été apportées jusqu'à présent et que ce plan vous sera accessible dans les meilleurs délais. Je pense qu'il devrait l'être, là. Parce que je voudrais voir où est-ce qu'on va intervenir pour stabiliser les D'accord. berges. Ils sont là depuis des centaines d'années. Je veux dire, Oui, mais elles sont fortement érodées à certains endroits et tout ça contribue au fait que les sédiments peuvent se ramasser plus facilement et plus rapidement. Ce n'est pas, on ne peut pas laisser un ruisseau comme ça à l'abandon. Il va s'eutrophiser et on va perdre le ruisseau. Le ruisseau lui-même ne peut pas se trophiser parce que l'eau va toujours couler. Il va toujours y avoir de Alors, l'eau. on n'en est pas tout cas, une OK, phase de ça va. débat. Bon. Alors, je vais recommuniquer avec vous. Pardon? Je vais recommuniquer avec vous cette semaine pour J'aimerais faire pouvoir en sorte lire que le vous plan puissiez et voir le voir plan. où vous allez intervenir, surtout de D'accord. quelle façon. D'accord. Parce que je ne voudrais pas voir des bulldozers dans le bois. D'accord. Et renaturaliser, bien, laissez-le naturel. Merci. Sûrement. Madame Marie-Lou Allary. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en mai dernier, donc en mai 2013, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, remettait le prix de la personnalité de la relève municipale à la conseillère Michèle Archambault. Bravo, Michèle. Ce prix qui est remis annuellement vise à souligner la qualité du travail d'un élu de moins de 35 ans qui s'est distingué par des réalisations dont les conséquences sur la qualité de vie des résidents de sa ville ont été indéniables. Alors, il n'est pas nécessaire de rappeler que si la forêt des Hirondelles est encore debout aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ton implication, Michèle, et en fait de ton implication dans le dossier. Ça fait déjà 4 mois que ce prix-là t'a été remis. La Ville n'a pas encore informé les citoyens de Saint-Bruno. Aucun communiqué de la Ville a été envoyé aux journaux. On ne trouve aucune mention du prix de l'UMQ reçu par Michèle Archambault dans la section prix et mérite du site Web de la Ville. Vous qui prétendez être la continuité de l'œuvre de M. Marcel Dulude, vous savez sûrement que ce dernier fut trésorier et vice-président de l'UMQ pendant plusieurs années et qu'il a été nommé, en 2002, membre honoraire à vie de l'UMQ. Qu'aurait-il pensé d'une administration qui n'est même pas capable de reconnaître un prix aussi prestigieux obtenu par une conseillère municipale de sa propre ville, Saint-Bruno? Vous faites l'éloge des 5 fleurons obtenus par la ville de Saint-Bruno dans le cadre du programme Communauté fleurie.
Ce serait bien aussi que vous ayez l'honnêteté de faire la même chose pour Michel Archambault, qui, selon l'UMQ, est un fleuron de la relève politique municipale. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que la partisanerie est à ce point ancrée dans l'administration municipale actuelle qu'on omet de transmettre aux citoyens, plus particulièrement ceux du district 8, une information à laquelle ils ont droit? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ce soir d'informer comme il se doit les citoyens via un mot du maire, via le site web de la ville, un site Internet qui est payé avec nos taxes? On voudrait que ce prix soit affiché bien en vue pour que les citoyens de Saint-Bruno soient au courant du prix reçu par leur conseillère municipale. Est-ce que vous pouvez répondre à mes 2 questions? Bien sûr. Pour ce qui est de la partisanerie qui nous porterait à omettre de transmettre, de faire connaître à nos concitoyens, ce n'est pas ça. Nous ne l'avons pas fait formellement parce que de toute façon, le tout avait été transmis dans les journaux de Saint-Bruno, à la fois le journal et les versants. Et nous avons cru à ce moment-là que les citoyens étaient quand même informés. Deuxièmement. Ah oui, deuxièmement. Donc, vous vous attendez à ce que ce soit les journaux locaux qui fassent votre travail. C'est ça que je comprends. Voulez-vous que je vous réponde? Oui, allez-y. La deuxième, pour ce qui est de l'engagement, je pense qu'effectivement, on pourrait faire en sorte que sur le site de la ville, cela soit inscrit si ça ne l'est pas. Alors, ça le sera si ça ne l'est pas. D'accord. Alors, le prix a été remis en 2013, mois de mai, donc ça fait déjà 4 mois. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette nouvelle-là sur la première page du site Web dans les prochains jours? Non, je ne sais pas si ça sera sur la première page, mais je vous ai dit qu'on ferait en sorte que ça ne soit sur le site. Bien en vue? Je vous ai dit que ça le serait. Ça sera en vue, sûrement. Sûrement. Alors, j'ai répondu à vos questions. Oui. Est-ce que vous pensez que les citoyens du district 8, c'est-à-dire les citoyens qui ont voté majoritairement pour Mme Archambault lors des dernières élections, auraient le droit de recevoir l'information? Bon, je pense qu'ils le seront comme tous les autres citoyens de Saint-Bruno. En allant sur le site Web? Oui. C'est la seule façon que vous allez l'annoncer? Vous n'allez pas envoyer de communiqué? Non, on va le mettre sur le site Web. OK. Vous ne voulez pas envoyer de communiqué aux journaux? On n'enverra pas de communiqué. Pourquoi? Parce que c'est déjà été fait par l'Union des municipalités, ça a déjà été fait par les 2 journaux et ça a déjà été indiqué dans les 2 journaux. Oui, mais jamais ça a été indiqué que la ville de Saint-Bruno reconnaissait le prix que Je n'ai Michel pas besoin de Archambault... reconnaître le prix. Je n'ai pas à reconnaître ou à ne pas reconnaître le prix. Il a été accordé. Ça va? Je vous remercie, madame. Je n'ai pas terminé. Je veux simplement en profiter pour remercier Michel Archambault, qui a eu le courage de ses convictions. On a tous été témoins ici de tes 4 dernières années au conseil municipal. On sait à quel point ça a pu être difficile. Étrangement, à partir du moment où les caméras se sont installées ici, il y a eu un changement d'attitude. Alors, j'aurais aimé que les caméras arrivent plus tôt pour toi. Je te remercie aussi d'avoir refusé de défendre l'indéfendable. Merci. Nous passons maintenant au point dépôt de documents. Sont déposés auprès du Conseil la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 16 septembre 2013. Deuxièmement, le rapport du maire sur la situation financière de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 2013, de même que les 2 annexes qui consistent en la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
et aussi la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 et les documents en annexe, de même que le document, seront rendus publics par la voie des journaux. Merci. Nous en sommes maintenant au point 6A. Il s'agit de la prochaine réunion du Conseil qui était cédulée pour le 2 octobre, oui. Quand on prend en compte que la présente réunion est la deuxième à être tenue au cours des 15 derniers jours, nous avons, me semble-t-il, si nous tenons compte de l'ordre du jour de ce soir, nous aurons réglé l'ensemble des questions qui, selon moi, devraient être abordées à ce Conseil d'ici la tenue des prochaines élections. Il ne me paraît pas nécessaire de tenir une autre réunion dans un intervalle encore une fois de 15 jours, soit le 2 octobre 2013. D'ailleurs, nous n'avions pas tenu, et je tiens à le souligner, de réunion en octobre 2009, compte tenu que c'était alors, comme ça sera le cas, en pleine campagne électorale. Il me paraît que nous sommes placés dans une conjoncture identique maintenant. Et enfin, il me paraît avisé et fondé de ne pas réunir le Conseil à moins d'une situation d'urgence s'il s'en présente, lorsque la période électorale est amorcée comme ce sera le cas. J'ajouterai que le Conseil d'agglomération ne tiendra pas de réunion en octobre. Nous n'aurons donc pas à déterminer d'orientation à cette fin. Alors, pour toutes ces raisons, je vous propose d'annuler la tenue de la prochaine réunion du Conseil qui devait se tenir le 2 octobre prochain. Et conséquemment, si cela vous convient, il nous faudrait adopter une résolution qui vise à modifier le calendrier des réunions ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2013, adoptée à la séance du 19 novembre 2012, en y supprimant la séance de mardi, le 1er octobre 2013. Alors, si ça vous convenait, je souhaiterais que ça soit proposé par un membre de ce conseil et appuyé, et tel que la loi le prévoit, il nous faudra donner un avis public dans les journaux à cet effet. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Mme Josse, appuyée par M. Baudouin. Est-ce que ça vous convient? Madame? Est-ce que le point est à l'ordre du jour? Oui, je l'ai inscrit tantôt. Tantôt, pardon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes maintenant au dossier du Conseil. L'aide financière au Centre d'action bénévole Les Petits Bonheurs pour ce qui est de la fête de Noël. Il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ au Centre d'action bénévole Les Petits Bonheurs pour l'organisation de la fête de Noël 2013. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Ludon, appuyée par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation des dépenses. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances de la Trésorerie et des technologies de l'information au 28 août 2013 de 8 400 189,41 $, incluant les charges salariales de 485 250,55 $ pour les périodes 33-35, la liste des chèques émis pour une somme de 7 666 823,52 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 248 363,34 $. M. Harpin propose. Est-ce que c'est appuyé par M. Baudouin? Adopté? Adopté. Adoption de la politique de sécurité de l'information. Il est proposé d'adopter la politique intitulée « Politique de sécurité de l'information » telle que rédigée par la Direction des finances, la Trésorerie et des technologies de l'information. Qui propose? M. Harpin. Appuyé? Appuyé par quelqu'un ou Mme Hudon? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière et soutien technique à l'Association de hockey mineur de Saint-Bruno-de-Montarville pour le 33e tournoi provincial. Il est proposé d'accorder une aide financière de 800 $ ainsi qu'un soutien technique à l'Association du hockey mineur de Saint-Bruno pour la présentation du 33e tournoi de hockey Pee-Wee devant se tenir du 25 novembre au 8 décembre 2013
et d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées de 12 h à 23 h à l'aréna Michael Bilodeau lors de cet événement. M. Lamar propose. Appuyé par M. Boucher. Adopté? Adopté. Aide financière au club de nage synchronisé Aquarythme. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 400 $ au club de gymnase synchronisé Aquarythme pour la présentation de ses activités 2013-2014. M. Lamar propose. M. Boucher seconde. Adopté? Adopté. Aide financière au club de soccer FC Montbruno 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ au club de soccer FC Montbruno pour l'organisation d'événements spéciaux. M. Lamar. Appuyé par M. Boucher. Adopté. Aide financière à l'Association de basketball de Saint-Bruno 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 800 $ à l'Association de basketball de Saint-Bruno de Montarville dans le cadre de sa levée de fonds 2013-14. M. Lamar, appuyé par M. Boucher. Adopté. Aide financière, soutien technique et autorisation de fermeture de rue à l'occasion du Jour du souvenir 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 275 $ à la Légion royale canadienne, filiale 147 Montarville, pour l'organisation d'une parade et d'une cérémonie afin de commémorer le Jour du souvenir le 11 novembre 2013, ainsi qu'un soutien technique pour la tenue de cet événement, et d'autoriser la fermeture des rues et du boulevard Robert Clifton, Robertval, Richelieu, Montarville-Seigneurial, Montarville-des-Peupliers et de Bienville-Lakeview. M. Boucher propose. Appuyé par M. Lamar. Est-ce que adopté? Adopté. Aide financière au club de natation Samac. Il est proposé d'accorder une aide financière de 400 $ au club de natation Samac pour la présentation de ses activités 2013-2014. M. Lamar propose. Appuyé par M. Boucher. Adopté. Aide financière au Centre d'animation Mère-Enfant de Saint-Bruno de Montarville, 34e bazar annuel 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 162 $ au Centre d'animation Mère-Enfant de Saint-Bruno pour la tenue de son bazar automnal les 4, 5 et 6 octobre 2013 au Centre Marcel Dulugne. M. Boucher propose. Appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière. Je l'avais. Est-ce que je l'avais? Merci. Je m'excuse, j'ai omis un point. Aide financière à la Corporation de la Maison des Jeunes de Saint-Bruno incorporée. Il est proposé d'accorder une aide financière de 10 248 $ à la Corporation de la Maison des Jeunes de Saint-Bruno incorporée pour l'année 2014, lequel montant devant être attribué à raison de 854 $ par mois. Qui propose? M. Boucher propose. Puis par Mme Josse. Madame. C'est indéniable, c'est certain que les services et les activités d'une Maison des Jeunes dans une municipalité sont essentielles. Et puis, on connaît l'historique de la Maison des Jeunes à Saint-Bruno depuis plusieurs années qu'elle œuvre. Maintenant, au niveau des aides financières qui sont accordées par la Ville depuis plusieurs années, qui se chiffrent, comme on peut le constater, autour de 10 000 $ par an, j'ai posé la question à savoir, est-ce que la Ville demande les états financiers de la corporation pour connaître justement son état de santé financière, puis connaître un petit peu le pourcentage qu'elle assume à travers ces activités-là? Alors, j'ai pas la réponse à savoir est-ce que la Ville fait cette question, fait cette vigie-là au niveau de l'évaluation de la santé financière de la corporation. Je pensais qu'on vous avait répondu cet après-midi que c'était de l'ordre de 8,5 %. Oui, effectivement, j'ai cette information-là. Pardon. Et deuxièmement, nous obtenons effectivement et nous avons un représentant de la Ville qui siège, qui est Mme Brunelli, que vous connaissez, et qui nous obtient effectivement toutes les informations pertinentes. OK, parce que j'ai posé la question justement pour être capable de faire cette évaluation-là, puisqu'on est porté à adopter ce budget-là, qui est quand même, comme vous l'avez mentionné, 8,5 % du budget d'opération total. Ça, c'est sans compter les 50 000 $ peut-être et plus qu'on a mis pour radier l'hypothèque. Donc, on a joué sur le bilan aussi de la corporation. Donc, on est
un acteur très impliqué, je pense, dans la santé de l'association. Et puis, j'ai pas malheureusement mis la main sur ces états financiers dans le laps de temps qu'on avait. Mais je pense que c'est une information qui est pertinente pour l'ensemble des membres du conseil pour comprendre justement et mettre en lumière la réalité par rapport à cette santé financière-là et voir comment on se positionne et comment on a l'opportunité de se positionner peut-être autrement aussi. Ben, je pense que si on ne vous les a pas fournis, on pourrait vous les fournir ou la maison peut vous les fournir. Mais en tout cas, on s'organisera pour que ça vous soit Ce sont des états financiers qui sont publics du côté de la corporation de la Maison des Ça Jeunes. doit être public. Si ça ne l'est pas, ça devrait l'être en tout cas. Mais Je pense que si on a à se pencher sur ce genre de je sais que c'est un décision-là. organisme sans but lucratif, etc. Je ne sais pas. OK. Avant de m'avancer pour savoir si ils sont publics ou pas, je préfère m'informer. Mais je pense qu'il devrait être possible que vous les obteniez dans les meilleurs délais. Surtout dans notre cas, puisqu'on a à se positionner sur cette contribution-là. Mais puisque, bon, l'historique parle de lui-même, j'ai pas de problème puisque je veux encourager ce genre d'activité à Saint-Bruno. Mais je pense que ce serait important qu'on ait un bon portrait de la situation, tout D'accord. simplement. Merci. Merci. Alors, adopté. Est-ce qu'on en est à la Société d'histoire? Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 549 $ à la Société d'histoire de Montarville pour défrayer les coûts de location du local 110 au centre communautaire pour l'année 2014. Qui propose? M. Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière aux Amis Soleil de Saint-Bruno. Il est proposé d'accorder une aide financière de 10 000 $ à l'organisme Les Amis Soleil de Saint-Bruno Incorporé et de lui fournir gratuitement des locaux pour la tenue de ses activités de loisirs. Monsieur Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière au Club informatique Montbrenault, 30e anniversaire de l'organisme. Il est proposé d'accorder une aide financière de 600 $ au Club informatique Montbrenault dans le cadre d'activités entourant son 30e anniversaire. Monsieur Boucher propose, appuyé par Monsieur... pardon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Aide financière, organisme Meubles et Tout. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 200 $ à l'organisme Meubles et Tout pour le service de récupération et de recyclage de meubles destinés à des familles à faible revenu de la région. Qui propose? Monsieur Boucher, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Don d'une œuvre offerte à la Ville par Mme Marie-Paul Blier. Il est proposé d'accepter le don d'une œuvre de l'artiste Jean-Marc Blier et d'émettre à la donatrice, Mme Marie-Paul Blier, un reçu aux fins d'impôt au montant de son évaluation. D'autoriser le directeur du loisir, de la culture et de la vie communautaire à signer une entente à intervenir à cet effet. Monsieur Boucher propose, appuyé par Mme Josse. Adopté? Adopté. Dérogation mineure. Il y en a un que je vais sauter. Pardon. Conclusion d'un bail. Il est proposé de conclure un bail amphithéotique consenti par la Commission scolaire des Patriotes en faveur de la Ville de Saint-Bruno de Montarville pour l'utilisation d'une parcelle de terrain située dans le parc de la Coulée aux fins d'installation d'une aire de jeu pour une période de 30 ans, le tout selon les conditions prévues au projet de bail, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité le bail devant intervenir entre la Commission scolaire des Patriotes et la Ville de Saint-Bruno de Montarville. M. Lamarre propose, appuyé par M. Baudouin. C'est adopté? Adopté. Dérogation mineure. Alors, la propriété visée est le 1590 rue des Alouettes. Le projet consiste à réduire de 7,5 mètres à 4,5 mètres la marge de recul avant minimale. Il y a eu une recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 28 août 2013. Les principaux éléments retenus par les membres du CCU dans leurs recommandations sont les suivants. Le terrain présente une contrainte importante au niveau de son dénivelé, plus ou moins 10 mètres, et cette pente débute à l'emprise de la rue. Il faut limiter les modifications à la pente du terrain par remplissage de celui-ci. La largeur entre la bordure de la rue et la limite de l'emprise sur le terrain visé est supérieure à la largeur moyenne en raison de la courbe de la rue.
L'implantation du bâtiment restera donc en harmonie avec celle des bâtiments voisins, malgré une réduction de la marge de recul. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Je dois donc à ce moment demander s'il y a des personnes dans la salle qui désirent se faire entendre avant que le conseil ne statue. Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 2013-085 déposée par Mme Caroline Bordelot afin de réduire de 7,5 mètres à 4,5 mètres la marge de recul avant minimale, malgré l'alinéa 29 du tableau des spécifications de la zone HA 803 du règlement de zonage URB-Z 2009, et ce, au bénéfice de l'immeuble situé au 1590 rue des Alouettes. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Lamar. C'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-074 pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1295 rue Robertval. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par Mme Claudia Robert de Massimo Coiffure pour et au nom de Bruninvest Holdings Limited pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1295 rue Robertval, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.10 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 28 août 2013. Je propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-076 pour la réfection des façades et du toit de l'immeuble situé au 1399 1403 rue Montarville. Il s'agit ici de La Chaumière. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-076 déposée par Mme Lynne Lorrain, architecte, pour et au nom de M. Guy Descaries pour la réfection des façades et du toit de l'immeuble situé au 1399 1403 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.6 du CCU adoptée lors de la réunion tenue le 28 août 2013. J'en propose l'adoption. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2013-077 pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1191 boulevard Saint-Bruno. Il s'agit du magasin d'encadrement. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-077 déposée par Lettranet HM pour et au nom de Fonds de placement immobilier communal pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1191 boulevard Saint-Bruno, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.7 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 28 août 2013. J'en propose l'adoption. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-081 pour des modifications à l'aménagement paysager et aux constructions accessoires de l'immeuble situé au 1526 rue des Mésanges. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Danny Bouchard pour les modifications à l'aménagement paysager et aux constructions accessoires de l'immeuble situé au 1526 rue des Mésanges, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.5 du CCU, adoptée lors de sa réunion tenue le 28 août 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Lamar. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-086 pour le remplacement d'un auvent avec enseigne au 33 chemin de la Rabastelière Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par Mme Danielle Champoux pour le remplacement d'un auvent avec enseigne au 33 chemin de la Rabastelière Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.8 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 28 août 2013. Proposé. Appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-088 pour l'agrandissement d'une aire de stationnement au 1750 rue Costin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Jean-Claude Vogel pour l'agrandissement d'une aire de stationnement au 1750 rue Costin, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1308-28.9 du CCU lors de sa réunion tenue le 28 août 2013. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-009 pour le projet domiciliaire Les Verrières Saint-Bruno, Monté-Montarville et rue Gaboury. Il est proposé d'approuver la demande déposée par M. Hugo Leblanc pour et au nom de la société dont le numéro est inscrit pour la construction de 3 unités d'habitation multifamiliales à l'extrémité ouest, secteur Kerouac, comprenant 32 logements chacune, ainsi que 3 unités d'habitation multifamiliales de 4 logements chacune et 3 unités de 5 logements chacune, pour un total de 123 logements, tel qu'il est illustré au feuillet 1, 25, 25 de 25 de BC2 FB, Groupe Conseil, du 16 janvier 2012, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1201-25.6 du Comité consultatif d'urbanisme, adoptée lors de sa réunion tenue le 25 janvier 2012, et les suivantes, à savoir la conservation d'une bande de protection aménagée entre les limites du parc provincial et le projet section Kerouac, le parachèvement de la piste cyclable longeant l'arrière des propriétés de la rue Gaboury et la révision de son emplacement en l'éloignant des limites arrière des lots pour conserver le boisé existant, l'aménagement paysager de la bande de terrain située entre la piste cyclable et les arrière-lots des rues Gaboury pour éviter le reflet des lumières des véhicules vers les habitations existantes et pour préserver l'intimité, dès la réalisation de la phase 1 de la section Gaboury. L'aménagement paysager requis entre la piste cyclable et le projet de construction de la réalisation de la phase 1 de la section Kerouac. La replantation de la bande de terrain située entre le lac et la piste cyclable, soit aux endroits où les voies de circulation ne seront pas aménagées, dès l'émission du premier permis de construction du projet. C'est très important, ce petit bout-là. L'installation d'un éclairage discret des aires de stationnement pour ne pas éblouir les cours arrière des propriétés des rues Gaboury et Kerouac. L'aménagement d'un accès bâtiment situé à l'arrière de la rue Gaboury par cette rue et non par l'extrémité de la Montée-Montarville. Et l'adoption d'un règlement de fermeture de rue pour la section de la rue Piètre entre la rue Gaboury et Monté-Montarville. Je propose l'adoption. Appuyé par Mme Hudon. Mme Archambault. Oui, par rapport à ce projet, je suis déjà intervenue les séances dernières puisque ça touche évidemment le secteur 8 et qu'on avait recueilli plusieurs commentaires. Il y a un des points qui figure à la résolution, le dernier, l'adoption du règlement de fermeture de rue pour la section de la rue Piètre entre la rue Gaboury et Monté-Montarville. J'ai posé la question à savoir quand est-ce que ce règlement serait adopté ou déposé. Puis on m'a dit que ça avait déjà été fait en 2006, alors je ne vois pas pourquoi on met ça là, puisque c'est déjà fait. Je dois vous dire que je me pose la question moi-même, parce qu'effectivement, c'est fait depuis 2006. C'est peut-être l'adoption officielle d'un règlement. Je ne sais pas s'il y a eu une adoption officielle de règlement qui a été faite, oui. Alors, donc, ce serait peut-être un point à enlever, ce serait un point à retirer de la proposition à ce moment-là, effectivement. Je pense que ça serait important. Oui. Et puis, en dehors de ça, je vais vous dire que le dépôt du PIIA, là, du plan d'implantation et d'intégration architecturale de ce projet-là, me prend par surprise, comme elle va prendre par surprise plusieurs des citoyens de la rue Kerouac, du district 8 et sûrement du secteur Gaboury aussi. Vous pourrez enchérir, monsieur qui représente monsieur Audard n'est pas là. Madame Hudon. Alors, voilà, en fait, j'ai assisté à la séance de consultation publique qui s'est tenue le 20 août dernier. Et puis, on laissait entendre que les travaux ne débuteraient pas tant et aussi longtemps que la phase 4 et 5 du projet du côté Clairvue ne serait pas terminée. Et puis, après, la section Gaboury pourrait peut-être commencer et par la suite, la section Kerouac. Alors, on s'entend que ce qu'on nous disait, c'est que ça prendrait peut-être jusqu'à 8 ans avant qu'une première pelletée de terre puisse être faite. On s'entend qu'on n'a pas d'urgence à adopter ce projet-là aujourd'hui, puisqu'on a encore devant nous plusieurs ventes à faire et le temps va s'écouler. La raison pour laquelle je suis surprise, c'est qu'on laisse entendre que le Conseil a procédé à l'amendement des règlements de zonage et sur les PIA afin de permettre la réalisation du projet soumis, alors que le processus d'adoption des amendements n'est pas terminé. On a encore au point 8.1 de l'ordre du jour d'aujourd'hui un amendement à approuver pour officialiser, si on veut, l'entrée en vigueur. C'est l'adoption du projet qu'on fait ce soir. Mais effectivement, sauf que là, en ce moment, si on se base sur la réglementation en vigueur, le projet n'est pas conforme.
On peut inverser les choses, mais c'est conforme. L'adoption, on adopte le projet ce soir du zonage. Bien, je crois que c'est précipité, puis c'est aussi sûrement précipité pour l'ensemble des citoyens qui s'attendent à un processus rigoureux. On a distribué pendant la séance de consultation publique aux citoyens un calendrier des événements. Et puis, on explique justement que la vie publique va être diffusée dans les médias à partir du moment où ce sera officiel et que le règlement va rentrer en vigueur. Donc, une fois qu'il sera adopté, on s'entend après la séance d'aujourd'hui. Alors, ces citoyens-là s'attendent à ce que l'avis soit diffusé après la séance d'aujourd'hui, soit le 19, et qu'après ça, on puisse procéder à l'approbation d'un projet qui soit conforme. Il y a déjà eu un avis public qui a été émis pour la consultation publique, donc les citoyens sont au courant. La raison pour laquelle on présente le PIA en ce moment, comme je vous disais tantôt, il y a Attendez, 1, 2, 3, 4. Le 5e point tiré, là, si vous regardez, là. Vous vous souvenez qu'à la consultation publique, il y a eu une demande pour le reboisement le long de Kerouac. On vous avait dit qu'on tiendrait compte de ça, très sérieusement. On a eu des conversations suite à la consultation. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est quand on parle de la replantation de la bande de terrain située entre le lac et la piste cyclable, c'est dès l'émission du premier permis de construction du projet. Donc, c'est automatique, c'est normal que le promoteur ne va pas investir des sommes très importantes de reboisement s'il n'a pas le permis. Alors, dès l'obtention du permis, à ce moment-là, il sait qu'il va éventuellement pouvoir construire et là, il va pouvoir procéder justement à ce qu'on a un peu exigé de lui, soit la plantation entre le lac et les résidences de la rue Kerouac. C'est ce qui explique la raison pour laquelle on présente le PIA. En fait, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je pense qu'on parle de deux choses complètement différentes parce que cette clause-là, effectivement, elle est importante lorsqu'on va adopter le projet. Mais en ce moment, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas adopter le projet tant que la réglementation n'est pas conforme. Et elle ne l'est pas parce qu'on n'a même pas encore adopté le règlement final au niveau des changements réglementaires. Alors, je ne vois pas comment on peut procéder. Puis je pense que ça prend de court aussi les citoyens qui voudraient être ici ce soir. Et puisqu'on sait que l'horizon de construction du projet va s'étirer dans les 8 prochaines années, alors on peut attendre à la prochaine séance du Conseil de ville pour que les gens puissent être présents et que la réglementation soit conforme. Comme je vous disais, comme je vous ai expliqué, selon moi, c'est tout à fait conforme parce qu'on adopte le projet ce soir même, dans la même réunion de conseil. Donc, on adopte le projet de changement de zonage et on adopte le PIA. Et je vous ai expliqué la raison, la raison pour laquelle on est allé de l'avant, c'est tout simplement une émission de permis. Ça ne veut pas dire qu'ils vont construire demain, loin de là, vous avez entièrement raison. Sauf que eux ont nécessairement besoin d'une émission de permis pour aller de l'avant, pour faire des dépenses majeures au niveau du reboisement. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce soit précipité. À ce moment-là, peut-être qu'on devrait tenir la rencontre le 2 octobre prochain, le temps de faire les choses dans les règles. C'est une question de principe parce que là, on va se prononcer plus tard sur l'adoption du règlement, mais on va avoir adopté déjà un projet avant même qu'on ait terminé l'adoption du règlement. Ça tient pas la route. Puis, c'est la première fois, honnêtement, que je vois ça, qu'on met la charrue devant les bœufs, c'est-à-dire qu'on adopte un projet avant qu'on puisse avoir terminé les étapes réglementaires requises. Oui, c'est ce que je pense aussi. Bon, mais je pense que... Je demanderai à Madame, excusez, un avis juridique. Là. Alors, je pense que vous divergez d'opinion. Nous allons passer au vote et vous pourrez voter contre. Et si jamais il y a un défaut sur le plan légal, il pourrait être réparé s'il y a lieu. On vote sur division. Si Pour ou contre, est-ce qu'on lève la main? Oh, pas nécessaire. Vous assumez que tout le monde est pour? Non, j'assume, oui. Vous assumez que tout le monde est pour? Tout le monde est pour? Non, j'assume pas que vous êtes pour. J'assume que vous êtes contre. Mais par rapport aux autres? C'est qu'il n'y a rien d'inusité dans le processus. Là. Si vous vous êtes arrêté sur ce projet-là, alors que dans le fond, c'est vraiment pour venir protéger. Alors, vous dites que vous intéressez parce que ça concerne votre quartier, puis c'est vraiment justement pour protéger les gens du quartier 8 alors à ce moment-là. Parce qu'il y a des raisons, madame. Il y a des raisons pour lesquelles on passe un premier projet
après ça un deuxième projet, et après ça un projet final. Il y a des étapes requises par la loi. Il faut passer à travers tout ça. Oui, Puis la parce raison qu'entre-temps, il y a une ultime, consultation, si vous me c'est pour permettez ça. de terminer, la raison ultime, c'est que les citoyens puissent compter sur un processus fiable et puis ils puissent s'attendre à avoir un mot à dire ou à être là aux étapes cruciales de l'adoption de chacun des projets parce qu'il y a une forme, il y a un protocole à suivre. Alors, je pense que c'est essentiel de respecter ça pour que les gens n'aient pas de surprise et puissent participer. Les citoyens peuvent effectivement se prononcer lors d'une consultation publique sur un changement de zonage, pas sur un PIA. Mais le changement de zonage, c'est justement ce dont je vous parle. Non, ce qu'on mais va le adopter. changement... En fait, oui, effectivement. C'est ça, c'est pas un changement de zonage. Il n'y a pas de changement de C'est un zonage. PIA. Alors, Point 8.1, excusez-moi de rectifier les faits, là, au point 8.1, Effectivement, on adopte... adoption du règlement de on adopte le zonage zonage, effectivement. 2009.24, modifiant le règlement de zonage dans la zone, justement là où on adopte un Je projet sais très bien. de PIA, Oui. pour permettre les bâtiments, là, les bâtiments principaux en sous-sol. Puis ce projet-là, ça demande qu'on adopte cette réglementation-là pour qu'on puisse aller de l'avant avec le projet. Alors, ça me semble assez clair. À page 1 du règlement, l'avis de motion a été donné le 10 juin. L'adoption du premier projet le 2 juillet. Le second projet le 26 août. Donc, on est à l'adoption du règlement comme tel. Et c'est conforme d'adopter un règlement en même temps qu'un PIA. On le fait souvent, d'ailleurs. C'est ça. alors, Effectivement. Sauf qu'on ne l'a pas encore, on s'est pas encore prononcé. On pourrait tous voter contre. et on verra. Mais c'est ça, mais le projet, lui, on l'adopte avant. Non, 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 vous pourriez voter contre. Moi, je trouve que ça n'a pas le de PIA. sens. Je suis désolée, là, je ne suis pas d'accord avec on ça. va voter contre. Alors, je demande le vote. Favorable, 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 favorable. Contre. Contre. Sur division. Ça va? Échange de l'eau projetée. Madame? Échange de l'eau projetée, 6, 3, 4, 5, bon, les numéros, entre la ville de Saint-Bruno de Montarville et Construction Joca Incorporée. Il est proposé d'approuver les cessions de terrain en faveur de la ville du lot projeté de la compagnie Construction Joca Incorporée, ainsi que celle en faveur de la compagnie Construction Jova. Il y a une erreur ici, excusez-moi, c'est Joca. Joca Incorporée du lot projeté 5345553 de la ville. D'exiger le déplacement de la piste cyclable existante aux frais de construction Joca Incorporée ou la signature de servitude en faveur de la ville pour la maintenir à son emplacement existant, et enfin d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte notarié, le projet de lotissement et tout autre document afférent à la conclusion de cette transaction. Alors, ça concerne un dossier qu'on a vu précédemment pour le Clairvue et Délières. Une zone commerciale qui devient zone d'habitation. J'en propose l'adoption. Vous en proposez l'adoption. Est-ce que c'est appuyé par M. Baudouin? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2013-078 pour l'agrandissement arrière côté gauche du bâtiment et l'ajout d'un étage sur la portion arrière du bâtiment existant d'un étage au 1665 rue Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-078 déposée par Mme Lynne Lorrain, architecte, pour et au nom du Centre Les Petits Bonheurs, pour l'agrandissement arrière côté gauche du bâtiment et l'ajout d'un étage sur la portion arrière du bâtiment existant d'un étage au 1665 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1307-31.8 du CCU, adoptée lors de sa réunion tenue le 31 juillet 2013. J'en propose l'adoption. C'est appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adjudication d'un contrat de fourniture d'un camion. Il est proposé d'adjuger le contrat d'acquisition d'un camion 6 roues 4x4 2013 ou modèle plus récent, avec équipement en neige et plateforme au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir de l'Obocam Rive-Sud, selon les prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 165 661 $, excluant toutes les taxes applicables, telles qu'il appert de l'appel d'offres APP SP 1339, incluant une garantie prolongée de 3 années supplémentaires pour la protection de la transmission et d'une couverture générale. Qui propose? M. Harpin.
appuyé par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Approbation des frais d'Hydro-Québec pour l'implantation d'une nouvelle ligne électrique et le déplacement d'une ligne temporaire à l'arrière-lot de la rue René-Descartes, côté Est. Il est proposé d'approuver les frais d'Hydro-Québec de 109 248 $, excluant toutes les taxes applicables, pour l'implantation d'une nouvelle ligne électrique et le déplacement d'une ligne temporaire à l'arrière-lot de la rue René-Descartes, côté Est. Qui propose? M. Harpin, appuyé par Mme Josse. Adopté? Adopté. Approbation de quantité additionnelle dans le cadre des travaux de réhabilitation et mise en valeur du ruisseau du Moulin. Il est proposé d'approuver les quantités additionnelles dans le cadre des travaux de réhabilitation et mise en valeur du ruisseau du Moulin, GEN 2013-01, pour l'excavation et la disposition de sédiments dans les secteurs du parc Talandier et de la place de Grosbois, totalisant une somme de 125 000 $, excluant toutes les taxes applicables. Qui propose? Madame... pardon. Hudon, appuyé par M. Boucher. Madame. Par rapport au projet de réhabilitation du ruisseau du Moulin, je voudrais juste répondre aux questions de Mme Girard qui était dans la salle plus tôt. Je ne sais pas si elle est encore là. Il a informé aussi le reste de la population qu'il y a une étude qui a été faite par rapport à la santé de la forêt du boisé thaïlandais, si on veut. Et cette étude-là a été réalisée en 2004. Et puis, on faisait état déjà à ce moment-là d'une santé précaire, où il y avait de l'érosion, où il y avait des sédiments. Mais il y avait aussi une préoccupation qu'on devait mettre de l'avant pour essayer d'améliorer la situation dès 2004. À cet effet-là, il suggérait de créer un comité de travail dont feraient partie des représentants de la ville, des citoyens et des gens du parc, des représentants du parc national du Mont-Saint-Bruno pour s'assurer justement qu'on en fasse un parc de conservation et pas simplement un parc de loisirs. Alors, à cet effet-là, moi, j'aimerais proposer qu'on puisse mettre les citoyens qui sont touchés par le dossier, qui puissent participer finalement à suivre ce projet-là, puis peut-être mettre d'autres initiatives de l'avant pour s'assurer qu'on préserve le caractère naturel de cette forêt-là, qui agit à titre de zone tampon pour la forêt du Mont-Saint-Bruno. Alors, c'est un commentaire que vous faites sur ce qu'on a déjà discuté. J'en prends bonne note de votre commentaire. Bien, en fait, c'est parce que j'avais posé la question, je vais vous poser la question dans ce cadre-là. J'avais posé la question à la Ville à savoir pourquoi on n'avait pas mis sur pied un tel... En fait, si on avait mis sur pied un tel comité, parce que j'en avais pas eu vent, on m'a répondu que non. Alors, je me demandais pourquoi on n'avait pas pris cette initiative-là pour s'assurer du caractère naturel, parce qu'évidemment, il a continué de se dégrader depuis 2004, puis là, ça va faire bientôt 9 ans. Justement, c'est parce que ça fait tellement d'années que ça se détériore trop et on a décidé qu'on procédait. Ça va? Nous en sommes maintenant à l'application du règlement concernant le règlement de zonage. Madame? Adoption du règlement de URZ 2009-024, modifiant le règlement de zonage URZ 2009 afin de permettre les logements sous le niveau de rez-de-chaussée dans la zone HC 602 et de modifier dans les zones HC 601 et HC 602 les dispositions applicables aux dimensions et au pourcentage minimal des matériaux de maçonnerie classe 1 des bâtiments principaux. Il est proposé d'adapter le règlement mentionné ici afin de permettre les logements sous le niveau du rez-de-chaussée dans la zone HC 602 et de modifier les zones HC 601 et HC 602, les dispositions applicables aux dimensions et au pourcentage minimal des matériaux de maçonnerie classe 1 des bâtiments principaux tels que présentés avec dispense de lecture. Donc, ce règlement a été adopté, le premier projet a été adopté le 2 juillet, le second projet a été adopté le 26 août et auparavant, le 20 août, il y a eu consultation publique. Alors, c'est l'adoption finale. J'en propose l'adoption. Proposé, appuyé par Mme Hudon. Adopté? Adopté. Adoption du règlement URB-ADM 2009-002, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, afin de modifier la définition de superficie d'espace libre. Il est proposé d'adopter le règlement URB-ADM 2009-002, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, afin de modifier la définition de superficie d'espace libre tel que présenté avec dispense de lecture. À ce moment-ci, si je peux me permettre, donc il y a eu une consultation publique à ce sujet le 20 août. Le premier projet a été adopté le 2 juillet, le second projet le 26 août. C'est le projet final, j'en propose l'adoption. Est-ce que c'est appuyé? M. Baudouin?
Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adoption du règlement URBZ 2009-025, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone HC 514 à même la zone CE 551 et d'une partie de la zone PA 570, de modifier le tableau des spécifications de la zone HC 514 et d'abroger le tableau des spécifications de la zone CE 551. Donc, il est proposé de faire tout ce que j'ai dit dans le titre, afin d'abroger le tableau des spécifications de la zone CE 551 tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, ce règlement-là aussi a été premier projet 2 juillet, consultation publique 20 août, second projet 26 août, et voici l'adoption finale. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Adopté. Adoption du règlement 2013-14 sur la délivrance d'un permis pour la construction d'une garderie sur une partie du lot 4865836 du cadastre du Québec. Il est proposé d'adopter le règlement 2013-14 sur la délivrance d'un permis pour la construction d'une garderie sur une partie du lot 4865836 du cadastre du Québec tel que présenté avec dispense de lecture. J'en propose l'adoption. Vous proposez. C'est appuyé par M. Baudouin. C'est adopté. Madame Archambault. Oui, par rapport à ce projet-là, en fait, je vais vous distribuer une proposition d'amendement. Si vous pouvez faire circuler, M. Baudouin. Pardon. Je suis un peu surprise, en fait, qu'on accepte d'octroyer un permis. Bien, d'une part, je pense que c'est essentiel qu'on ait un service de garderie au sud de la 116, c'est indéniable. Quand on est allé de l'avant avec l'urbanisation de ce secteur-là, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait des jeunes familles qui ont besoin d'un service de garde. Alors ça, il va sans dire. Par ailleurs, avec les récents événements qui se sont produits à Lac-Mégantic, on ne peut pas ignorer les risques ferroviaires. De plus, puis c'est ce qui me surprend le plus, la Ville vient de finaliser son plan de sécurité civile. Alors, évidemment, elle est très consciente des risques sur son territoire et le risque de déraillement de train arrive, troisième, comme le risque en importance parmi les risques étudiés, et puis le risque de déversement de matières dangereuses aussi en 4e position, si je ne me trompe pas. Alors, selon l'étude de vulnérabilité qui a été réalisée en 2010, donc en 2011, la toute dernière qu'on a. Alors, je trouve ça particulier que d'une part, on accepte un plan de sécurité civile, puis on cherche à minimiser les risques. Mais de l'autre côté, on va de l'avant avec l'installation d'une garderie tout près d'une voie ferrée, sans aller plus loin dans l'étude, l'analyse des conséquences que ça va avoir. Alors, dans cette optique-là, j'ai préparé une résolution, une proposition de résolution que je vais vous lire. Évidemment, on est conscient que de plus en plus de pressions sont exercées par les promoteurs et les propriétaires fonciers privés pour créer des aménagements immobiliers le long des couloirs ferroviaires. C'est Transport Canada, dans son plus récent document, qui en faisait état. Considérant que que la question des nouveaux aménagements à proximité des chemins de fer est un défi intergouvernemental parce que la planification de l'affectation des terres et leur aménagement relève des responsabilités des provinces et des municipalités, mais les principaux chemins de fer et leur emprise sont réglementés par le gouvernement fédéral. Considérant que le risque de déraillement de train, comme je le mentionnais, est le 2e risque en importance et le risque de déversement des matières dangereuses, le 4e en importance sur le territoire de Saint-Bruno, selon la plus récente étude de vulnérabilité réalisée. Considérant les récents événements survenus à Lac-Mégantic et la réflexion qui s'impose à travers le Québec et le Canada concernant la sécurité ferroviaire et les aménagements urbains à proximité de nos voies ferrées, considérant que les infrastructures ferroviaires doivent être prises en compte dans la conception, le zonage et la planification des collectivités afin d'atténuer les chances de rapports néfastes entre les trains et les gens, selon Transport Canada, encore une fois. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, a produit en mai 2013 des lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires et qu'elle recommande aux municipalités de fixer des marges de recul minimum au moyen d'une modification du règlement de zonage. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités recommande également d'effectuer des évaluations de viabilité des aménagements et d'amorcer un dialogue promoteur, municipalité, chemin de fer très tôt dans le processus pour évaluer les mesures d'atténuation souhaitables. Considérant l'appel à la solidarité municipale lancé par l'UMQ tout récemment pour une sécurité de transport ferroviaire accrue,
Considérant l'opportunité pour Saint-Bruno-de-Montarville, dans le cadre de ce projet, justement, de construction de garderie près d'une voie ferrée, de se positionner sur les normes d'éloignement minimales à respecter et les mesures d'atténuation à prévoir dans le futur pour tout aménagement près des voies ferrées. Considérant que la loi permet l'implantation d'une garderie subventionnée sur tous les terrains, peu importe leur zonage, ce qui offre une flexibilité encore plus grande à une municipalité quant au choix de son implantation. Il est donc proposé d'exiger une entente entre le promoteur et la compagnie ferroviaire quant aux mesures d'atténuation à prévoir dans le cadre de la construction de cette garderie à une distance de près de 35 mètres de la ligne de propriété du chemin de fer et à peu près 50 mètres de la voie ferrée, par mesure de prudence et de proactivité, de tout mettre en œuvre pour trouver une alternative viable sur un site plus éloigné de la voie ferrée qui répondra aux normes d'aujourd'hui, mais surtout aux normes de demain. J'en fais la proposition. Madame? Pour fin, on va discuter de l'amendement d'abord. Ça va? Alors, premièrement, c'est ça. Je tiens à vous dire que le bâtiment est situé à 50 mètres de la voie ferrée. C'est un peu... Pour rectifier, en fait, c'est que le document de la Fédération canadienne des municipalités exige, ou en fait recommande, de calculer l'éloignement à partir de la ligne de terrain mitoyenne. Alors, là, j'ai bien compris qu'il y avait 25 mètres de terrain, Donc, et puis la marge de recul... Si vous permettez, on va continuer d'en Ce répondre. que je veux vous dire, c'est que le bâtiment est à 50 mètres de la voie ferrée et c'est une distance plus grande que ce qui est exigé par les deux paliers de gouvernement. En fait, je dis deux paliers, finalement, ça relève du fédéral. Donc, c'est que les voies ferrées, ça relève du fédéral. Donc, les règlements du fédéral sont plus laxes, c'est-à-dire que nous, on va au-delà des normes avec leurs 50 mètres. C'est sur la distance qu'on a d'établi. Ensuite de ça, il va y avoir une zone tampon, un buton de 8 pieds de haut qui va entre la ligne de la propriété et la voie ferrée. C'est ça. Donc, c'est une zone tampon de 8 pieds de haut tout le long du terrain. Et c'est ça. Et finalement, c'est plus éloigné de la voie ferrée que l'essentiel ne l'est, alors que c'était un endroit qui avait été choisi à un moment donné par votre formation, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Donc, on va au-delà des exigences du gouvernement. Je suis donc très à l'aise. Si je peux répondre à ça, je voudrais juste rappeler que les règles en vigueur datent d'à peu près 2002. Non, Et je regrette, ça date d'avril 2013. Oui, mais effectivement, sauf que depuis, et là, vous le savez, depuis, le lac Mégan, évidemment, on c'est se remet sûr. en question et puis on cherche à revoir les aménagements. On met sur la table, tout est sur la table. Est-ce qu'on va s'assurer d'élargir les zones tampons ou de faire dévier les voies à l'extérieur? À Saint-Bruno, c'est pas possible, on s'entend, mais je pense qu'il faut justement redoubler de prudence. C'est dans cette optique-là qu'il faut voir à l'avenir. Et les recommandations du FCM vont plus loin que ça. Plus que les normes d'éloignement, ils recommandent, puis c'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur la table, d'établir un dialogue avec les compagnies ferroviaires parce que, justement, puisque chacune réglemente d'un côté les municipalités, les usages de terre et de l'autre côté les activités ferroviaires qui pourraient aller en expansion, il pourrait s'accroître, il pourrait y avoir davantage de trafic ferroviaire. Ça, on ne peut pas l'évaluer. Alors, il faut un discours, il faut une entente pour s'assurer que ça ne nuira pas et qu'on va répondre à ça. Mais et je pense que les normes qui s'appliquaient avant Mégantic ne s'appliquent plus aujourd'hui. Mais vous réalisez que tout près d'ici, vous avez une garderie qui est située beaucoup plus proche de la voie ferrée, à McMasterville. Donc, s'il y avait un accident épouvantable, ça continue le développement tout le long. Vous savez, ça fait partie des aires du PEMAD. Vous savez qu'on privilégie les implantations, entre autres des garderies, près des centres de communication, de gare. Et à ce moment-là... Bien, moi, je vous laisse le droit d'avoir votre position. D'accord. Ce que j'essaie de faire ce soir, et je vais terminer là-dessus, c'est d'éveiller les membres du Conseil aux risques que ça pose. Et vous êtes au courant, puisque vous avez reçu, tout comme moi, le plan de sécurité civile. C'est des risques qui sont
qu'on ne peut pas ignorer, et d'autant moins dans l'actualité d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a une belle opportunité de réviser notre décision. Et je voudrais mettre l'accent sur un élément en particulier. On nous a répondu, quand on a posé la question, qu'il n'y avait pas de terrain disponible. Je voudrais juste faire la nuance. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de terrain disponible. Il n'y a pas de terrain avec des services municipaux disponibles, mais c'est faux qu'il n'y a pas de terrain. Il y a des terrains disponibles. Tous les terrains peuvent être utilisés à l'effet d'une garderie puisque la loi le permet, peu importe le zonage. Alors, Un gros problème, attention. si vous me permettez de terminer, alors il faut faire preuve d'imagination, essayer de trouver une solution alternative et croyez-moi, il peut y en avoir si on met les efforts à la roue. Je vous remercie. Quand on vous a dit effectivement qu'il n'y a pas de terrain qui est avec service de disponible, c'est le seul avec service, il faut comprendre les exigences du ministère de la Famille qui donnait, je sais c'était quoi, la date limite était... C'est hier, quasiment, là? C'est presque hier. Alors, c'est toujours même pas dans l'espace d'une semaine qu'on peut acquérir un terrain avec les services à même. C'était le seul terrain qu'on avait avec des services. À ce moment-là, il aurait fallu mettre les efforts à l'avance, mettre les efforts en œuvre. Quand j'ai posé la question, est-ce que la Ville a cherché un terrain alternatif, on m'a répondu non. D'une part, madame, je tiens à souligner que la Ville n'a pas à chercher de terrain. Quand quelqu'un veut implanter une garderie, il lui revient de chercher le terrain qu'il souhaite. Nous ne nous sommes jamais mis à la recherche de terrain pour quelque promoteur que ce soit. Deuxièmement, les distances que vous indiquez dans votre proposition, vous conviendrez qu'avec les distances qu'on vous a mentionnées tantôt, on joue dans les mêmes eaux actuellement que celles que vous indiquez. Troisièmement, dans notre réflexion que nous avons portée là-dessus, nous avons tenu compte aussi d'un dossier qui a été mené par la FQM. Et la FQM proposait, dans une zone résidentielle, une distance de 30 mètres entre la voie ferrée et... Alors, nous en sommes davantage à 50 quelques mètres, à 50... Parce que, est-ce que ce qu'on sait... Moi, je vous laisse terminer. Nous en sommes à plus de 50 mètres. On ne se querellera pas sur le... C'est 52. Alors, j'ai l'impression que nous avons voulu tenir compte, nous avons analysé la situation, nous ne pouvions nous mettre à la chasse d'un terrain, nous avons incité celle qui promeut le projet à bien faire le tour de Saint-Bruno et à regarder, mais de toute façon, dans la décision prise par le ministère, le tout était dévolu au Sud 116 dans la décision. Alors, tenant compte de tout cela, nous avons voulu réfléchir, on a réfléchi assez longtemps. Et on en est venu à la conclusion que nous pouvions, dans l'état actuel... Non, je vous souhaiterais de ne pas intervenir dans le débat, monsieur. D'accord? Alors, je le souhaite. Souhaitons que mon vœu soit réalisé. Alors, je pense que nous avons effectivement fait preuve d'imagination et on a tenté d'examiner les volets qui se présentaient devant nous. Et je pense que, compte tenu aussi de, je dirais, la façon dont le service est assuré dans notre région, ça n'est pas du tout comparable avec ce qui a pu se passer à Lac-Mégantic et que l'on invoque souvent dans les circonstances. Et il est indéniable que, par exemple, l'entretien de nos voies est bien assuré par notamment le CN, et que nous ne nous retrouvons pas dans la situation absolument incroyable dans laquelle a été plongée la population de Lac-Mégantic, compte tenu de tout ce qui n'a pas fonctionné et qui ne pouvait pas fonctionner de toute façon à un moment ou l'autre, compte tenu des précautions que l'on prenait, c'est-à-dire du manque de précautions qui a été prise dans cette région. Alors, votre amendement, vous le maintenez quand même? Mais c'est certain, je pense que ça ne peut qu'être positif. Alors, je vous réponds que je pense que nous répondons en bonne partie à l'objectif que vous poursuivez dans la conclusion, mais j'en demeure pas moins que je vais demander si quelqu'un veut appuyer l'amendement qui a été apporté. Ça n'est pas appuyé. Alors, nous allons passer au vote sur la proposition principale. Est-ce que Est-ce qu'on peut passer au vote? Quels sont ceux qui sont en faveur? Et contre? Sur division. Merci. Nous avons terminé
pour en arriver maintenant aux questions qui seront traitées au niveau de l'agglomération. Pour ce qui est de la réunion du Conseil, la dernière, je n'ai rien à signaler. Pour ce qui est de la séance ordinaire qui vient, les orientations que nous vous proposons sont toutes positives et je vous recommande l'adoption de ces mesures si quelqu'un va en faire la proposition. M. Harpin propose, appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous remercie. Nous en sommes aux affaires nouvelles. Il n'y en a pas. La période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que l'un ou l'autre des membres de ce Conseil veut intervenir à cette étape-ci? Madame Hudon. Juste pour avertir la population que le RTL célèbre en ville sur ma voiture ce samedi, le 21 septembre, de 15h à 15h45, rue Montarville, près du chemin de la Rabassalière, donc près de la Fontaine. Il y aura un autobus du RTL et des renseignements qui vont être donnés sur le transport en commun. Et le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie devrait être là aussi pour faire la promotion de moyens de minimiser nos émissions de gaz à effet de serre par le transport de l'auto-solo. Alors, voilà. Merci. Madame Josse. J'ai une requête assez spéciale. Lors de ma dernière séance de conseil, moi qui siège depuis si longtemps, il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait parler. Est-ce que vous lui donnez le droit de parole, s'il vous plaît? C'est ma requête. Une requête? Des questions finies. Ben, M. le maire, vous demandez la permission d'intervenir parce que j'ai appris par l'ordre du jour de ce soir qu'il n'y avait plus d'autres conseils. Et si les membres du conseil voulaient, je me permettrais de vous remercier, d'abord et avant tout, vous qui pendant 8 années avez travaillé d'arrache-pied pour rebâtir notre ville. Vous, M. Harpin, qui avez... Alors, Monsieur le maire, je veux aussi remercier M. Denis Harpin, qui nous a donné, je pense, 8 années de sa vie, également comme bénévole et aussi comme conseiller municipal. Je veux remercier aussi vous, Mme Juos, qui avez travaillé d'arrache-pied pendant toutes ces années-là. Vous avez été des gens qui ont respecté la loi, qui ont suivi les procédures, qui ont eu, malgré l'ensemble des salissages que l'on a vécus, vous avez toujours travaillé sur la réalité des faits et c'est grâce à ça que nous avons conservé notre fierté de vivre dans cette ville. Je vous remercie beaucoup en mon nom personnel et je suis certain que beaucoup de citoyens, s'ils avaient su que c'était la dernière réunion ce soir, nous aurions rempli la salle pour vous dire merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un... Madame Oui, en Archambault. fait, monsieur Boulet, vous mettez la table, puisque vous m'enlevez en quelque sorte les mots de la bouche. Puisque c'est notre dernier conseil, évidemment, je voulais moi aussi adresser mes remerciements à l'ensemble des membres du conseil et à vous, monsieur le maire. Nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans et Dieu sait que l'engagement social, l'engagement public, c'est pas quelque chose qui est simple. On a parfois l'odieux de porter les décisions que l'on prend et on doit avoir le courage des décisions que l'on prend. Alors, je vous remercie pour l'engagement que vous avez eu pendant les 8 dernières années. Maintenant, si je peux aussi nous souhaiter quelque chose pour le prochain conseil, d'abord, vous souhaiter bonne chance pour ceux qui se représentent et puis dans vos campagnes respectives. Et aussi souhaiter que la prochaine équipe au conseil municipal soit une équipe unie qui puisse participer à l'ensemble des décisions, c'est-à-dire au sein d'un plénier, et que chacun des conseillers pourra avoir accès à l'information dont il a besoin en temps opportun pour agir et qu'il y ait un canal de communication très étroit entre la population et l'ensemble des représentants. Merci. Je vous remercie. Monsieur. Vous me permettrez de dire quelques mots. Je serai assez bref, là, mais moi, je me suis impliqué en politique municipale du temps de M. Dulude, mais plus particulièrement lorsque le gouvernement a annoncé la possibilité que les villes qui avaient été fusionnées de force en 2001 puissent se défusionner.
Alors, j'étais le président du comité pour la diffusion de Saint-Bruno. Et ça m'a amené à postuler un poste de conseiller municipal suite au succès que nous avons connu et à l'appui de la population de Saint-Bruno qui a cru que Saint-Bruno était capable de se gérer elle-même sans avoir recours à d'autres instances. Alors, je remercie les citoyens qui ont voté à ce moment-là, en juin 2004, pour la diffusion. Je remercie aussi les citoyens qui ont voté pour nous et en 2005 et en 2009 pour nous élire au conseil municipal de Saint-Bruno. Ça a été une expérience enrichissante, parfois éprouvante. En tout cas, du côté de la santé, ça a pu laisser des traces, mais j'étais déjà décompté bien avant mon petit événement du mois de février dernier. Alors, je souhaiterais remercier tous les membres du conseil municipal. Je pense qu'il y a des points qui sont positifs, qui sont apportés tant par les conseillers de notre formation, tant que par Mme Archambault. Il y a des éclairages additionnels qu'elle nous apporte et on essaie d'en tenir compte dans la mesure où ça répond à des besoins des citoyens. Tout ce que nous avons fait, ou en tout cas tout ce que j'ai fait, moi, c'est pour le bien commun des citoyens de Saint-Bruno. C'est jamais pour favoriser des intérêts particuliers ou des intérêts individuels. Je pense que la dimension financière, elle n'est pas très spectaculaire dans une municipalité, mais elle a ses fondements. C'est important d'avoir un bon cadre de gestion financier pour pouvoir mener à bien les destinées d'une municipalité. Bon, c'est vrai qu'on collecte des taxes, mais ça fait partie du boulot et on doit vivre avec. Je voudrais remercier aussi tous les employés de la municipalité. Je pense qu'on a réellement formé une équipe. Si je me souviens bien, le 3 janvier 2006, dans notre ville, je le répète assez souvent, dans cet édifice principal de la municipalité de Saint-Bruno, il n'y avait pas un seul employé qui avait une journée d'expérience dans la gestion de la ville de Saint-Bruno. Pas une seule journée, pas une seule minute. Alors, il a fallu reconstituer une équipe, il a fallu reconstituer des services administratifs, il a fallu se reconstituer une situation et une santé financière parce qu'on a vécu sur la marge de crédit pendant 16 semaines avant que les premiers sous de taxes rentrent ici à Saint-Bruno. Et ça nous a pris à peu près 1 an et demi avant d'assurer un cash flow qui avait de l'allure et qui nous permettait de cesser de gérer à la petite semaine en retardant des paiements de fournisseurs. Je remercie les fournisseurs. Il y en a qui ont crié. Ceux qui criaient se retrouvaient en bas de la liste. C'est la directive que j'avais donnée aux responsables des finances à ce moment-là. Mais ils ont été très compréhensifs, puis à un moment donné, la situation s'est rétablie. Alors, je remercie l'équipe administrative, puis Mme Hamelin, vous voudrez bien leur transmettre mes sincères salutations et mes remerciements pour nous avoir appuyés. Je remercie les citoyens de Saint-Bruno de nous avoir fait confiance. Merci. Moi, je serai très bref. J'ai grandement apprécié être maire de cette ville pendant 8 ans. Nous avons fait, je pense, avec équipe, avec l'ensemble des fonctionnaires de cette ville qui, vous l'avez souligné, M. Harpin, n'y étaient pas, en tout cas pas grand nombre d'entre eux, au moment où nous sommes arrivés aux affaires, comme diraient nos amis les Français. Nous avons eu une très grande collaboration, une étroite collaboration. Pas de soumission, une étroite collaboration et des gens qui sont d'une compétence remarquable. J'ai grandement apprécié, je l'ai dit tantôt, travailler avec les membres de ces 2 conseils et je pense que nous sommes arrivés à prendre un certain nombre de décisions qui étaient fort valables. On peut ne pas être d'accord avec certaines décisions que l'on a prises et qui ne sont pas si nombreuses que l'on le pense. Et je pense qu'il faut toujours savoir garder une certaine réserve dans l'appréciation que l'on fait des gestes qui ont pu être posés
par les hommes et les femmes politiques qui tentent de nous gouverner en ce bon monde. Je déplore parfois les remarques intempestives de certains qui manquent, c'est le moins que je puisse dire, de délicatesse et de, je dirais, de savoir-vivre, qui parfois sont survenus dans cette salle, mais, comme dirait l'autre, ça vient avec parfois, malheureusement. Et je souhaite à tous ceux et celles qui briguent les suffrages et qui les brigueront au mois de novembre, sachent tenir une campagne qui soit à la hauteur des Montalivillois et des Montalivilloises, c'est-à-dire empreinte de sérénité et de recherche de la vérité, de même que de la saine gestion de cette ville. Je remercie chacun et chacune qui ont pu contribuer au cours des 8 dernières années à l'essor de Saint-Bruno, parce que Saint-Bruno est dans un état remarquable. Merci et bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous.